Bonjour, chers auditeurs, auditrices de Derrière l'image. Toujours une heure de cinéma à Radio Centre-Ville. Guy Ménard à l'animation, accompagné de Maxime à la régie. Bon matin, Guy. Bon matin, Maxime. Aujourd'hui, c'est une émission consacrée majoritairement aux femmes, dans une certaine façon, parce que nous allons recevoir Apolline Caron-Otavi, rédactrice et programmatrice de la Cinémathèque, afin de parler un peu de cette rétrospective de Cuba après la Révolution, présentée à la Cinémathèque. Et nous ouvrons l'émission avec Hélène Doyle. Bonjour Hélène. Bonjour. Afin de discuter d'Au lendemain de l'Odyssée. Et je suis accompagné de Robert. Bonjour Robert. Oui, bonjour, bonjour. Film que nous avons beaucoup aimé, Au lendemain de l'Odyssée. Et Hélène, en regardant ton film, c'est oui, dans le titre, il y a l'Odyssée, mais je pense que pour toi aussi, c'est une odyssée de faire ce film-là. Hein? C'est toute une aventure, là. C'est sur plusieurs années. Oui, en fait, j'ai travaillé pendant 6 ans sur ce projet-là. Bon, faut compter là-dedans la période de la pandémie qui nous a... bousculé un peu, là. Oui, disons. Et qu'à chaque fois qu'on espérait repartir, parce que j'ai déjà commencé à tourner une équipe très, très réduite et en urgence avec le directeur photo Philippe Lavalette. On est partis toutes les deux. On a fait des premiers tournages. Après, on a réussi à faire un deuxième tournage où Olivier s'est joint à nous, à Olivier Léger. Et puis là, la pandémie est arrivée. Et puis, c'est un moment où j'ai su aussi que j'avais les institutions avec moi, parce qu'avant ça, j'ai travaillé avec des bourses du Conseil des arts de la Ville de Longueuil, du Conseil des arts de la Ville de Longueuil, du Conseil des arts de Québec, après ça, du Conseil des arts du Canada. Tout ça, c'est toujours avec des budgets assez modestes, mais j'avais réuni assez de matière aussi pour faire en sorte que les institutions, comme la SODEC, Téléfilm, fassent comme « Ah, oups, il y a quelque chose qui se passe ». Et la pandémie est arrivée, bang! Au moment où on était prêt à partir avec des moyens peut-être un petit peu plus généreux et plus rassurants aussi. Et voilà que chaque fois qu'on est venu pour partir, on partait pas. Fait que je remettais un peu le travail et je voyais comment aussi en Italie la situation se dégradait pour les femmes nigérianes, mais aussi pour toutes ces femmes qui sont dans mon film, qui leur venaient en aide. C'est des petits organismes, souvent de la société civile, des choses assez fragiles. Et puis, la pandémie, comme pour tout le monde, hein, ça leur rentrait dedans. Donc, comment aider des jeunes femmes alors que soi-même, on est aussi en péril. Alors, fait que il faut préciser pour les gens qui t'écoutent ce matin que l'Odyssée auquel fait référence le titre du film, c'est le voyage de femmes principalement du Nigeria qui viennent espérant trouver une vie meilleure en Italie, mais c'est pas tout à fait ce qui les attend. Alors le film décrit le quotidien de ces femmes-là et il décrit aussi les initiatives que des femmes formidables, avec des moyens fort limités, mettent en place pour les dépêtrer de ce dans quoi elles se retrouvent. En fait, mon regard était attiré parce que non seulement c'est des femmes, mais c'est des jeunes femmes. Oui. Donc, on parle d'enfants, 14-15 ans, vous partez du fin fond du Nigeria, une région très spécifique, qui est l'Edo. Oui. Vous traversez une partie de l'Afrique où vous êtes arrêté en Libye, que là, il y a un film à faire. C'est déjà l'enfer. C'est déjà l'enfer. Plus la traversée, est-ce qu'on va se rendre? Donc, c'est tout le trajet pour arriver au lendemain de l'Odyssée. Et au lendemain de l'Odyssée, des trafiquants vous attendent pour vous faire de vous des esclaves sexuels. Oui. Alors, c'est des enfants, là. C'est vraiment des enfants. Mais d'ailleurs, une des jeunes femmes qu'on voit beaucoup, mais surtout de dos, c'est Stéphanie, qui est emblématique de cette aventure impossible qu'elles doivent traverser. Oui, et elle est de dos parce qu'elle aussi était mineure. Oui. Donc, je devais la protéger. Donc, on a essayé de trouver des stratagèmes aussi pour mettre son témoignage en relief. Et puis, le deuxième, en fait, elle a échappé grâce à la vigilance des femmes à la traite. Elle a vraiment échappé. Et on a le témoignage de Joy, après, qui, elle, n'a pas échappé au trafic. Oui. Et qui, quand je lui ai dit, écoute, on peut essayer de trouver des stratagèmes, elle m'a dit, non, c'est pas moi la coupable.
C'est pas moi la coupable. Moi, je vais parler en face à la caméra. C'est pas moi qui devrais me cacher, c'est eux. Ben, de toute façon, ils se cachent, là, mais c'est moi que... non. Et ça, c'est un aspect important parce que ce qu'on découvre dans le film, c'est que ces femmes font partie, je veux dire, de tout un réseau de trafiquants, d'une mafia, je veux dire, et qui c'est ramification en Italie, mais en Libye, puis même au Niger. Et là, je me disais, comment arriver à rencontrer de ces gens qui sont prêts à parler? Parce qu'il y a une peur. Je veux dire, on sent très bien dans ton film à quel point, je veux dire, ces gens-là ont peu, je veux dire, de porte de sortie. C'était difficile de rencontrer ces gens pour dire, ben moi, je vais raconter votre histoire. On va revenir tantôt aussi sur l'idée que c'est un film lumineux. C'est un film qui ouvre des portes, là, mais arriver à les convaincre. Ben, en fait, j'ai eu beaucoup la complicité des femmes qui sont déjà dans mon film. C'est-à-dire que c'est sûr que, comme femme, quand on entend qu'elles vont faire une passe à 5 €, ouais. Qu'elles ont une dette de 50 000 €, on n'est pas obligé de faire un portrait très longtemps, ça fait mal. Je pense que vous aussi, messieurs, vous avez une bonne idée de ce que ça veut dire. Donc, j'avais la complicité de groupes de femmes qui m'ont aidée, puis m'ont dit, ben écoute, il y a quelques jeunes filles que tu peux rencontrer. Il y en a que... On va dire que c'était pas mûr parce qu'elles avaient encore beaucoup de choses à traverser. Puis une caméra, ça fait pas de la magie non plus sur des blessures aussi profondes. Alors, je sentais qu'il y avait des jeunes femmes qui étaient prêtes à me parler, mais qui voulaient pas témoigner face à la caméra. Mais Stéphanie, quand je l'ai rencontrée, par exemple, c'est une des premières, j'ai rencontré des jeunes filles, mais une des premières que j'ai rencontrées qui me dit « Oui, moi, je veux témoigner », qui est très courageuse. Une jeune femme très consciente aussi qu'elle devenait l'archétype parce qu'elle a travaillé avec aussi un autre groupe. Une fois qu'elle a appris l'italien, elle a quand même très consciente qu'elle avait échappé à la traite. Elle a quand même s'est mixée un peu avec des femmes qui l'aidaient. Donc, elle était très consciente qu'il y avait d'autres femmes qui arrivaient. Puis qu'elle m'a dit, oui, moi, je veux témoigner. Puis elle m'a dit, mais à une condition que ce ne soit pas triste tout le temps. Fait que j'ai rencontré quand on dit lumineux, il y a ces jeunes femmes qui les ont aidées, mais il y a ces jeunes femmes aussi. Quand je dis Joy a dit, moi, je témoigne à visage découvert, c'est pas moi la coupable. Quand Stéphanie m'a dit, oui, à condition que ce ne soit pas triste tout le temps. Donc, il y avait cette espèce... Et puis Sabrina, qui est la dernière qui témoigne, qui est la deuxième génération, elle m'a dit, ben c'est parce que c'est pas des petites choses. Non, puis à travers son livre, parce qu'elle a écrit un livre sur l'histoire de sa mère, elle prend la parole. Oui. Cette deuxième génération, ce qui est intéressant, c'est qu'ils prennent la parole. Mais on constate que le phénomène perdure et qui n'est pas simple à régler non plus. Hein. Non. Mais ça prenait quand même des gens qui avaient quand même... Je ne pouvais pas prendre. Quand j'ai rencontré des jeunes femmes qui venaient d'arriver, elles étaient trop en morceaux. Ça prenait des jeunes femmes qui avaient fait un certain... D'abord, qui s'étaient remis, qui avaient pris le temps qui étaient sur une autre voie, qui étaient sorties de la traite, qui étaient en train de vivre des nouvelles choses et qui pouvaient amener cette réflexion-là et cette sagesse-là aussi. Mais moi, je voulais montrer aussi que si on était de passage dans leur vie, si on leur permettait comme les associations ou les femmes que j'ai rencontrées, de prendre ce moment de répit, un peu comme un professeur, hein, quand on va à l'école puis qu'on a dit « Ah, moi, il y a un prof qui m'a marqué parce qu'il a cru en moi. » Juste ça, c'est juste ça. C'est pas si chinois que ça, là. C'est de la présence, oui. On parle nécessairement du sujet parce que c'est un sujet tellement troublant. Mais je voudrais qu'on parle un peu de la forme du film aussi parce que ça, c'est déroutant. Parce que si on se limitait à notre bout de conversation de ce matin, on pourrait imaginer que tu as fait un très bon reportage, violent, dénonciateur, mais c'est pas ça du tout. Parce que tu as un long passé de documentariste, mais tu as toujours, de toute façon, pratiqué le documentaire de façon très libre, très éclatée. Et je trouve que ton plus récent film, c'est comme le point de chute du travail de toutes les années qui ont précédé, parce que c'est un film complètement ouvert dans son discours. Il fait appel à des artistes qui interviennent par leur production. Il y a de la sculpture dans le film. Il y a une organisation des entrevues du fait de la présence des deux photographes, par exemple,
qui donne une forme différente aux propos aussi. Et ça, c'est délibéré de ta part, évidemment. Il n'y a pas un accident, là. Non, il n'y a pas d'accident. En fait, moi, je dis que chaque fois que je fais un documentaire, je me pose la question, comment je marie fond et forme? Et dans ce cas-là, il y avait la noirceur et la lumière. Et la lumière, pour moi, il fallait qu'elle soit poétique. Donc, mon film, je dis toujours, l'écriture est politique, parce qu'il y a une dénonciation de cet esclavage au 21e siècle. Et il y a la lumière à cause de ces femmes lumineuses que j'ai rencontrées pour le film. Donc, il y avait ça. Mais pour chaque film, il y a eu toujours ce défi d'écriture. Même mes premiers films, il y avait cette manière hybride déjà de faire des films en mélangeant du report, même des archives, en mettant de la photographie, en incluant des artistes. Donc, il y a toujours eu ce mélange-là dans mon écriture. Fait que faut croire qu'à un moment donné, on mature après 50 ans. Je crois qu'il y a une sorte de maturité. En plus, on est très près de Vidéofemme compte tenu de qui prend la parole dans Odyssée. C'est formidable, les portraits de femmes. Bon, les Africaines sont très émouvantes, mais les Italiennes qui vont au front dans un pays qui ne veut pas entendre parler de cette situation-là, elles sont extraordinaires. Comment elles inventent des moyens, des fois avec des moyens très modestes pour y arriver, c'est extraordinaire. Ce que j'ai pu retenir de ces rencontres-là et que j'ai beaucoup aimé, et c'est devenu très vite le sujet de fond de mon film, quand on dit le mariage poétique, politique, mais ce qui était très clair aussi, c'est le terme de l'accueillance. Il y a dans le mot accueillance, au début, je pensais que c'était une faute d'une interprète, de mon assistante. J'ai dit, elle a mal traduit. Mais à un moment donné, en fouillant dans le dictionnaire, j'ai vu qu'accueillance, c'était un mot français qui voulait dire aimer accueillir. Et c'est ça que j'ai vu. L'autre chose que j'ai vue est que Alessandra, qui a une aventure aussi de sauvetage des bateaux, elle dit on se sauve, il nous sauve, se sauver ensemble. Donc, le thème, tout le monde riait parce que quand on fait un film sur la traite, mais non, on fait un film sur l'altérité, la rencontre avec l'autre dans sa différence. Et là, dans ce cas-là, un moment où les femmes sont presque détruites, la sœur Rita dit fracassées, elles arrivent fracassées. Elle dit on se sent comme des animaux. Donc, c'est un passage où l'accueil se fait, l'accueillance se fait avec des êtres qui sont fracassés, mais en même temps qu'il y a un potentiel. Et jamais j'ai vu dans l'attitude de ces femmes-là le côté, c'est ça, pour petites choses, ou en tout cas, nous, mon réflexe à moi, c'est pas une génération, ce qu'on appelait la sainte enfance, mais aussi l'espèce d'attitude, donc, je vais te donner quelque chose, mais tu vas être redevable. Jamais j'ai senti ça de la part d'aucune de ces femmes-là dans la manière d'intervenir. Bon, je vais te faire du bien, mais après ça, tu vas m'en devoir une couple. En fait, c'est plutôt le contraire. Non, on apprend. Ils veulent leur donner une certaine liberté, indépendance. Oui. Un grand respect. C'est vraiment la rencontre humaine qui n'est pas facile. Hein, je veux dire, je peux pas dire que... Je sais que c'est chaotique, mais je disais aussi l'altérité, la rencontre avec l'autre. Nous, dans notre quotidien, que ce soit avec les êtres aimés, avec les collègues de travail, c'est pas toujours facile. Mais rencontrer l'autre qui est blessé, rencontrer l'autre dans le respect, dans la capacité de voir dans cette jeune femme-là, une possibilité de demain. Pas juste dans les médias, la pauvre petite bête, là. Moi, ça me terrifie dans beaucoup d'organisations humanitaires. Ça me fait frissonner à chaque fois. Puis, si on enlève le respect, la dignité aux gens, ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Donc, je voulais qu'on se questionne aussi, même si je parle d'un sujet qui se passe en Italie, sur notre propre capacité à l'accueillance et de cette altérité-là. C'est du travail, hein? Déjà, quand on est en amour, c'est du travail. Fait que des inconnus qui ont des cultures, qui ont des parcours différents, qu'il faut essayer de déchiffrer. Puis il y a un effort aussi, parce que je
pense aussi que si on ouvre, il faut aussi que ouvre. Fait que c'est une communication. À un moment donné, ça devient une communication d'humain à humain. C'est pas juste... alors, c'est ça, moi, que j'ai vu et que je voulais filmer, que je voulais qu'il soit à l'écran. Et c'est ça, et tu es arrivé à filmer, parce que c'était ça le défi. La démarche était claire, en face, il y avait des personnages forts, mais comment est-ce qu'on fait pour les filmer? Il faut d'abord qu'il y ait une complicité minimale. Est-ce que ça passait beaucoup par les intervenantes italiennes? Oui. Ben, c'est ça. En fait, bon, je dois dire que mon parcours en vidéofemme m'a beaucoup aidé, là, parce que j'ai fait quand même... le premier film que j'ai fait avec Hélène Bourgault, c'est sur le viol. Fait que déjà, dans mes jeunes années, j'avais abordé des sujets déjà délicats où il fallait que je sois en accord avec les gens qui témoignaient. Après ça, j'ai travaillé beaucoup sur la folie pendant 5 ans, à faire 2 films sur la folie, mais à travailler aussi avec des groupes de défense des droits des psychiatrisés. Donc, tout mon travail, après ça, j'ai travaillé sur les conflits. Donc, tout ça m'a préparé aussi à cette espèce de... Et c'est des questions que j'ai aussi. Comment on fait? C'est pas juste un film, c'est mes propres questions, c'est ma propre quête sur l'humanité, en fait, sur nos humanités. Et Robert l'évoquait, puis j'aimerais qu'on vienne sur ça, puis c'est un lien direct avec Vidéofemme. Dans le film, c'est Elena Perlino qui dit « La photographie est comme, en fait, est un acte politique. » Et ça, c'est important. Parce que ton film, c'est un acte politique. C'est un acte politique. Et on s'aperçoit, je veux dire, qu'il y a de moins en moins de films qui sont un acte politique. Il y en a toujours quelques-uns, je ne veux pas les réduire. Mais dans ce cas ici, c'est que ça... Oui, il y a une certaine poésie. Oui, il y a une ouverture vers l'autre. Il y a cette accueillance dont tu parles qui est là. Mais au-delà de ça, je veux dire, on sent une volonté de nous mentionner que l'art, à tous les niveaux, peut être aussi un geste politique. C'était très important, puis c'est pas un film non plus revendicateur ou militant. C'est le contraire, j'appelle ça ma douce subversion. Pour moi, ça, c'était très important. Je pense qu'on a fait des films assez revendicateurs. Moi, je pense que ça marche pas, dans certains cas. Puis surtout dans une période noire comme on vit, c'est comme... On n'est plus capable d'en... quelque chose d'un peu plus lumineux, hein? Oui, d'après moi, oui. Donc, c'était très clair dans ma tête, ça. Puis je pense que porter un film pendant 6 ans, puis il n'y a pas de lumière à l'autre bout, pour moi, c'est pas possible. Fait que oui, c'est un film... Oui, photographier, c'est un acte... Tourner, c'est un acte politique. Pour moi, comme pour Elena Perlino. D'ailleurs, c'est un peu terrible aussi quand elle dit tout son travail qu'elle a fait photographique, elle dit ça s'appelle pipeline parce que ça rapporte plus que le pétrole. La traite humaine rapporte plus que le pétrole. Alors, c'est assez terrible quand on s'arrête à ça. Donc, pour moi, ça aussi, cette déclaration-là, je l'endosse avec elle, là, en fait. Oui. Mais elles sont importantes dans le projet, ces femmes, les 2 photographes d'ailleurs, hein? C'est pas un hasard qu'elle soit étroitement associée au film. Non, en fait, c'est plus le travail d'Elena Perlino que j'ai suivi, qui est un travail qu'elle a fait pendant 4 ans sur les routes du nord au sud de l'Italie, elle-même italienne. Et ses photos, les photos qu'elle prend, si ça avait été des photos voyeuristes ou volées, jamais, on a regardé, Annie Jean et moi, la monteuse, on a regardé des archives de reportages. Et c'est toujours des images volées. Toujours des images volées. Donc, Elena Perlino, on sent dans ses photos que même si elles sont crues, difficiles, on sent la rencontre. On sent qu'elle a pris le temps de cette rencontre avec ces femmes. D'ailleurs, elle continue, même si elle ne travaille plus sur ce sujet-là directement. Moi, des fois, elle me dit « Ah oui, j'ai parlé à une telle, ah oui, telle affaire. » Fait qu'on continue de se donner des nouvelles comme ça de nos parcours. Et c'est une vraie complice. Mais dans ce matériel-là, pour moi, chaque fois qu'on l'a regardé avec Annie, à chaque fois, on faisait « Non. » C'est pas ça, oui.
Et Donc, comment c'était le montage? Tu parles du travail d'Annie. Ma belle Annie. Je veux dire, 7 ans, mais pas 7 ans de montage. Non. Alors, j'ai dû... faut que je remercie aussi plusieurs monteurs qui sont venus travailler avec moi sur des petits assemblages. Oui. En cours de route. En cours de route, parce que j'avais besoin de montrer aux institutions de quel bois je me chauffais. Donc, plusieurs monteurs sont venus travailler avec moi pour faire des petits segments. Quand j'ai commencé, une fois que tout le matériel était là, avec Annie, ça faisait longtemps qu'on voulait travailler ensemble, plus qu'elle connaît bien l'italien, donc ça aidait beaucoup. Donc, on a vraiment tout mis de côté. Elle n'a rien regardé. Vraiment, on est parti à 9. Et puis, on a commencé à travailler. Puis moi, j'avais ma ligne directrice, l'altérité, la caillance, la traite. Donc, Annie me faisait des propositions. Fait qu'on a travaillé presque 4 mois sur le film. Sur le montage. Tu étais dans la salle de montage Pas avec toujours, elle? parce que... Il y a ça aussi, c'est la possibilité d'un recul. Oui, moi, j'étais oui. encore, je dirais, bousculée, chamboulée par toutes les acrobaties qu'il avait fallu faire pendant toutes ces années. Mais elle me faisait des propositions, j'y allais, on parlait. Elle me disait, laisse-moi réfléchir, je la laissais. Mais Annie, elle a une très grande écoute pour la réalisatrice que je suis, mais une très grande écoute aussi du matériel. Donc, elle me faisait des propositions, je revenais, puis moi, oui, ça c'est chouette. Donc, par exemple, il y a certaines séquences, c'est de la pure invention de la monteuse, puis j'ai fait comme, yes! Oui, D'autres oui. choses qu'on a discutées, ça prend un bout de temps avant de trouver, parce qu'on arrive avec du matériel brut. En plus, moi, comme mon scénario a été coupé, finalement, je ne pouvais plus, j'avais balisé pas mal mon travail, mais à cause de la pandémie, tout a revolé. Donc, quand je suis retournée en Italie, on me dit, « Hey, la Canadienne, qu'est-ce que tu cherches? Ils sont plus là. » Ouais, c'est ce qu'on note avec les fameuses chaises vides. Ah, mais ils sont plus là. Ils sont plus là, mais souvent, la chaise vide, c'est parce qu'ils sont partis aussi à 5 €. Là, j'étais complètement bousculée parce qu'effectivement, elles avaient... Puis tu dis, mais comment je filme des gens qui ont disparu? En fait, ils n'ont pas disparu, ils sont toujours là, puis ils sont encore plus en danger parce qu'ils sont rendus invisibles. Oui. Donc, ils sont dans des connecting house, qui est une sorte de bordel, et puis aussi deviennent des instruments pour les films porno, bien diffusés sur certains sites. Fait que c'est une autre exploitation, puis encore plus, puis comme pendant la pandémie, il y a une immense demande. Parce que les filles ne pouvaient plus être sur le trottoir. Oui. Alors, c'est ce que Sabrina raconte aussi, parce que elle, sa mère était au bout de la rue, à Castelvolturno. Et puis, à un moment donné, elle dit, moi, je photographie, elles ne sont plus là. Puis ça me soulage, parce que je les voyais toute mon enfance, mon adolescence. Je les ai vues, les filles, sur la rue principale de Castelvolturno. Mais elles ne sont plus là. J'ai un moment de soulagement, puis après, il y a cette espèce de... Mais mon Dieu, qu'est-ce qui leur arrive? Et c'est un peu cruel parce que quand j'ai travaillé à Castelvolturno, j'avais des personnes ressources, parce que c'était quand même un milieu qui était une plaque tournante de la mafia nigériane. Et quand on me dit, mais bon, qu'est-ce que tu cherches? Ils ont dit, mais tu sais, dans 6 mois, peut-être, bon, il y aura quelques filles nigérianes qui vont revenir, mais demain matin, ça va être les Ukrainiennes. Parce que c'est comme ça à chaque fois qu'il y a un conflit. Fait qu'avant avant les Nigérianes, il y avait les Albanaises. Avant les Albanaises, il y avait les Bosniaques. Avant les Bosniaques, il y avait toutes les femmes de l'Est qui venaient avec le mur de Berlin. C'est très dur à entendre qu'il y a une demande et puis on fournit. Et les mafias sont différentes. Ils jouent leur game différemment. C'est des pieuvres, hein? Oui. Donc, ils jouent leur jeu. Mais on croit comprendre en plus qu'il y a une tolérance des autorités italiennes, en tout cas des polices italiennes, parce qu'on comprend que
les proxénètes ont leur permis de séjour, alors que ces femmes-là sont toutes illégalement sur le sol italien. Oui, c'est très compliqué parce que, bon, j'ai quand même travaillé avec un groupe qui n'est pas dans le film, qui s'appelle BIFRI, qui est plus l'aspect légal de la situation de la traite. Et ce qu'on me disait, c'est qu'on travaille à faire changer des lois. Mais ça prend tellement de temps de faire changer ces lois avec des gouvernements, des fois, qui ne veulent pas vraiment les changer. On pense à Berlusconi. C'est difficile, hein, quand d'aller porter un dossier pour faire changer les lois sur les trafiquants, alors qu'on se vante de courir les jeunes filles. Des grosses fêtes dans sa vie, là. Ouais. C'est ça. Fait que c'est difficile. Alors, quand le dossier aboutit, eux, ça fait longtemps qu'ils ont réglé le problème, ils sont allés jouer ailleurs. Ils ont changé leur mode de trafic. Donc, c'est ça aussi, pendant la pandémie, il y a eu beaucoup... Ça marche pas là, il y a de l'argent à faire. On change de circuit, on change de mode. C'est toujours les sous, hein. Mais juste pour revenir avec Annie, parce que tu parlais d'accueillance comme thématique, mais il fallait aussi la faire ressentir, cette accueillance-là. Et ce que je trouve que vous avez réussi à faire dans le cas du montage, c'est de prendre le temps. Et les photographies sont magnifiques parce qu'ils nous obligent en tant que spectateurs à regarder cette détresse, à regarder cette misère, bien que les propos soient lumineux, on est quand même confronté, souvent dans le vide, hein, à ce passé. Et je trouve que c'est une des grandes forces du film, de s'être posé, puis de nous avoir obligés en tant que spectateurs à regarder ces photos. Et là, on sait qu'il n'y a plus de mouvement. Mais on est pris par tout ce qu'on a entendu et notre imaginaire. Ça vient aussi de Annie, spontanément, je pense que c'est sa force de jouer avec le temps. Mais avant, moi, j'ai réalisé dans un océan d'images, j'ai vu le tumulte du monde. Et là aussi, j'ai utilisé le matériau photographique, artistique, pour me poser la question, comment on rapporte des images de conflits ou de tsunamis ou de misère du monde. Donc, cette réflexion-là, c'est un peu la suite aussi de l'application en continu de l'image, des images des photographies. Et là, le tandem avec Annie, c'était merveilleux. Puis il y avait un travail sonore aussi qui demandait beaucoup de finesse pour appuyer au bon moment, des fois laisser presque des silences, des bruissements, de ne pas remplir nécessairement puis l'écran à ce moment-là, juste d'avoir des petites choses. On aurait pu souligner au crayon gras avec... Et ça, c'était la consigne avec Catherine aussi? Avec Catherine, puis avec Catherine Van der Donk, avec qui j'ai travaillé plusieurs fois. Donc, c'était un travail de subtilité aussi, d'accompagnement de ces images-là. Puis aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a aucun mouvement sur les photos. Non. C'était vraiment... Voilà. C'est ça. Et puis, ce travail très subtil au son pour essayer effectivement de marquer. Mais Robert l'a évoqué au début, mais je veux qu'on vienne aussi sur cet élément poétique. Il y a une grande volonté, puis c'est la beauté du film, c'est que vous êtes attardé à tous les niveaux, là, que ce soit montage, également à la caméra avec Philippe Lavalette, à conserver à travers les sculptures, à travers plusieurs petits gestes, la poésie du quotidien. Puis ça, c'est difficile à tourner. Ça prend un œil. Il faut être capable de la reconnaître puis de la filmer. Et c'est ce qui aussi, je veux dire, pour moi, fait la force du film. C'est que, oui, il y a un sujet fort, mais il y a du cinéma. Oui, puis j'avais une équipe en or. Parce que, bon, Philippe Lavalette... Il faut quand même reconnaître qu'on peut avoir une équipe en or, mais il faut avoir un projet aussi. Oui, mais j'étais bien accompagnée tout le long avec des gens qui comprenaient. Avec Philippe, j'avais déjà tourné. Et à un moment donné, il y a Nathalie Moliavco qui a remplacé Philippe. Nathalie, elle est, à quel moment elle intervient? Nathalie est venue pour un tournage à Castelvolturno. Un des derniers tournages qu'on a fait avec, justement, avec Sabrina. Oui.
Philippe a dû être remplacé parce qu'il y avait déjà un engagement qui n'était pas là. Puis moi, je ne pouvais pas changer mes dates. Alors, comme j'avais déjà travaillé avec Nathalie dans un océan d'images, puis précédemment sur Les Messagers avec Philippe, ben, c'est la famille, hein? C'est la famille avec Catherine, avec l'équipe de Prime aussi, avec les gens de... Fait qu'à un moment donné, on se retrouve en famille. On se parle presque plus, hein? Une fois qu'on a bien lancé nos intentions, on fait le point, mais les choses... Ça, je pense que c'est très présent dans le film aussi. Je veux dire, il y a un côté chaleureux, pourtant avec un sujet qui aurait pu être complètement irregardable, quasiment. Mais là, il y a une volonté aussi de sensibiliser le spectateur à quelque chose, mais sans que ça soit, comme tu l'as dit explicitement, on n'est pas là pour arriver avec un document choc qui va vous obliger à réagir. On prend d'autres moyens pour y arriver. Bien, pour moi, il y avait l'humanité. Oui. Montrer l'humanité, on peut montrer la déshumanisation, mais pour moi, l'humanité, c'était ça. Puis j'avais toujours en arrière de ma tête la petite phrase de mon amie, la photographe sicilienne Laetitia Battaglia, le monde manque d'amour. Oui. Et pour moi, et de justice. Et donc, pour moi, ça, c'était super important parce que ça me suivait. Puis je me disais, OK, comment on montre, comment on la donne, cet amour-là, comment on la montre, ce besoin de justice et de bienveillance aussi, parce qu'on en manque beaucoup. Mais ça passe par plusieurs petits détails, mais ce qui m'a frappé énormément au niveau, je veux dire, du travail de caméra de Philippe, entre autres, c'est toujours cette ouverture. Parce que beaucoup d'images sont filmées, soit devant une fenêtre ou en contre-jour, mais il y a toujours une ouverture. C'est-à-dire, oui, il y a cette misère à l'intérieur qui est filmée, je veux dire, dans le fois, c'est éléments un peu plus sombres. Et là, il y a une fenêtre, ou sinon, on a un miroir qui nous ramène le double. Hein? Donc, il y avait aussi, je veux dire, derrière tout ce projet, je veux dire, derrière cette quête humanitaire, des questionnements esthétiques. Oui. Et ça reste que c'est un film. Pour moi, c'est la grande force du film. Là, on le voit peut-être pas toujours, mais on vient par se faire surprendre. Mais c'était en même temps une recherche de simplicité aussi, parce que ces gens-là arrivent dépouillés. Les groupes de femmes que j'ai vus ou les groupes civils, ils n'ont pas de moyens. Donc, c'était la même chose. Moi, les Falbala, on en fera sur un autre film, là, mais pour l'instant, il faut être dans ce niveau-là avec eux, parce que c'est un échange qu'on veut de yeux à yeux. Donc, on enlève toutes les farfralucheries, puis on garde... on garde l'essentiel pour la rencontre. On tourne la rencontre. Donc, on met les choses autour sont assez dépouillées, sont simples, sont quotidiennes, mais on privilégie la rencontre. Puis on pourrait mettre je l'ai tourné avec des spots, puis des mouvements de caméra bien compliqués. Puis en même temps, on se dit non, on est dans cette quête-là où nous aussi, il faut être dépouillés. Donc l'image est dépouillée, mais avec une recherche de l'essentiel puis d'une vérité de cette rencontre-là. Il fallait tourner la rencontre. Je me souviens, dans un film de Wenders, à la fin de... un film au Portugal, en noir et blanc, le réalisateur dit... le producteur dit au réalisateur, mais tu sais, qu'est-ce que tu voulais? Puis il dit, je voulais tourner ce qu'il y avait entre... Ben voilà, ce que j'essayais de tourner, c'est ce qu'il y avait entre la rencontre entre deux personnes. J'essayais de capter quelque chose qui est un peu impossible, hein, mais la rencontre, ce qui se passe entre les gens. Donc, voilà. Non, mais je pense que c'est réussi. Là. Écoute, le film nous touche beaucoup, puis comme objet de cinéma aussi, il y a une vraie existence, et ça, c'est précieux. Merci beaucoup, Hélène. Merci, messieurs. Donc, on vous rappelle que le film prend l'affiche vendredi prochain. D'abord à Québec. 9 février, oui, d'abord à Québec. Une avant-première jeudi, le 8 février à Québec, au Cinéma Cartier. Et par la suite, la première à Montréal, au Cinéma du Musée, le 9. Le 10, c'est toujours des ciné-rencontres au Cinéma Public. Cinémathèque québécoise, le 11. Tu vas te promener, hein? Tu vas te promener. En espérant qu'il n'y ait pas de tempête, puis je ne suis pas obligée sur l'autoroute de Québec. Y aller à ski de fond, en patin artistique. Tu prendras le bateau, je t'appellerai à ce moment.
exactement là. Donc, pour les gens qui vont voir le film, vous allez comprendre c'est quoi l'histoire du bateau. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hélène. C'est moi qui Donc, vous remercie, au lendemain monsieur. de l'Odyssée.